Bonsoir à tous, c'est un véritable honneur de vous retrouver pour ce live du Club 35. Nous sommes évidemment en mode présentiel, vous êtes en distanciel, mais nous allons garder avec les invités vraiment les distances nécessaires. Des tests ont été effectués pour accueillir vraiment, et vous allez le faire, cher président Hervé Kermarec, on est très heureux d'accueillir la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Merci, Madame la Présidente, d'être avec nous durant 52 minutes. Je suis persuadé, Hervé Kermarec, président de l'UE35, que c'est un moment très fort pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a cet ancrage territorial très fort, nécessaire, et se retrouver, y compris par la visioconférence, c'est au moins ça pour garder le contact. Ben oui, d'abord, la volonté de maintenir cet événement, même si en effet on est dans un format un peu différent de celui qu'on a l'habitude de faire, des dîners. Mais après tout, nous aussi, l'UE35, avons un devoir de résilience, avons le devoir de nous réinventer. Et puis, il nous semblait important, dans cette période-là, d'offrir à nos adhérents ce temps d'échange de 52 minutes. Alors, on rassure celles et ceux qui nous regardent, ça ne changera pas, le format reste identique. On a toujours le plaisir d'accueillir une femme chef d'entreprise, militante, et finalement dans la lignée des Nicole Notat ou des Christine Lagarde. Et comme vous le dites, c'est de rester ancré sur notre territoire. Nous étions lors de notre précédent Club 35 à Saint-Malo avec donc Martin Bouygues, et nous sommes ici aujourd'hui à Vitré, dans la société Olfex. Mais Stéphane, j'imagine que nous aurons l'occasion de présenter la société Olfex. En tout cas, c'est un vrai plaisir de nous retrouver ce soir autour de vous, Madame Lambert. Merci à vous. Et Rémi Monet, qui est avec nous, directeur commercial Allflex Europe SA, nous présentera bien évidemment cette très belle entreprise implantée sur un territoire très dynamique, économiquement parlant, le territoire de Vitré. Merci vraiment à vous, Christiane Lambert, d'être avec nous. On va avoir énormément de questions à vous poser. Vous aurez également des patrons, des chefs d'entreprise qui vous questionneront avec deux grandes thématiques que nous allons décliner dans un instant. Avant cela, important de vous signaler que cette émission est complètement interactive. Vous pouvez poser vos questions, il faut scroller un peu la page et tout en bas, vous poserez vos questions, votre ou vos questions à notre invité. Émission vraiment 52 minutes, très interactive. Merci Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, d'être avec nous. J'ai vu que vous, et je vous cite, « Mon métier, c'est la promotion et la défense du métier d'agriculteur et du grand secteur agricole avec une vision réformiste. » Ça témoigne aussi ce que vous portez en vous depuis toujours. Depuis toujours. J'ai toujours voulu être agricultrice. J'ai décidé à l'âge de 8 ans, en trayant une vache. Donc j'adore les vaches et c'est un métier de passion. Mes parents étaient agriculteurs tous les deux, enthousiastes. Ils ont amélioré leur situation en travaillant beaucoup. Ils étaient militants tous les deux et quand on choisit ce métier, on sait que c'est un métier de nature, de créativité, un métier de liberté d'entreprendre, un métier de risque, mais un métier où il y a énormément de possibilités, de rencontres aussi. Donc zéro regret et il y a très 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 belles choses en agriculture et dans l'écosystème agricole et merci de me permettre de le montrer ici. Et on parlera avec vous tout à l'heure, dans un instant, dans quelques minutes, de votre parcours, de votre implication dans le monde professionnel. Et je sais que pour vous, l'agriculture, elle doit être complètement audacieuse et durable. Ça, vous le martelez très, très fréquemment, hein. Oui, quand on est agriculteur, chef d'entreprise, quelle que soit la taille de l'exploitation agricole, on est entreprenant. On investit, on prend des risques, on mise ses propres capitaux. On évolue, on répond à la demande des consommateurs, on s'adapte à tout un tas d'évolutions. De plus en plus aussi, l'environnement est entré dans le périmètre agricole il y a une vingtaine d'années. Nous avons engagé beaucoup de transitions, nous avons déjà des résultats très intéressants, d'ailleurs on pourra en reparler. Et la double performance, c'est-à-dire la performance à la fois économique, environnementale, c'est très important. Et nous sommes très attachés à la vision développement durable, c'est-à-dire être performant économiquement et environnementalement, mais aussi socialement. Trop souvent en ce moment, l'environnement prend le dessus au détriment de l'économie. C'est bien ce juste équilibre entre ces trois piliers que nous voulons promouvoir en agriculture. Eh bien, nous allons poursuivre cet entretien de ce live Club 35 avec notre hôte. Merci en tout cas de nous accueillir. Rémi Monet, vous êtes directeur commercial Allflex Europe SAS. On va voir avec vous vraiment que c'est un des fleurons aussi de notre territoire. Une très belle visite a eu lieu cet après-midi avec Madame la Présidente. Allflex est implanté à Vitré en Ille-et-Vilaine depuis 1978. Vous êtes le leader
leader mondial de la traçabilité du bétail. 260 personnes travaillent sur ce site de Vitré. Ça veut dire que l'excellence, c'est partout aussi dans ce bâtiment, groupe mondial. Hein. Tout à fait. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de développer des produits fournissant des informations permettant d'apporter de l'information pour permettre de mieux connaître les animaux, pour permettre de mieux opérer auprès d'eux, tout simplement en les connectant et en gardant aussi cette connexion entre les animaux et les hommes pour un futur plus intelligent. Alors je suppose que vous êtes honoré aussi de recevoir Christiane Lambert et vraiment les hautes personnalités de l'Union des entreprises 35 chez vous. Tout à fait. Donc un merci d'abord effectivement au Club 35 de nous permettre d'accueillir aujourd'hui cet événement live. Nous sommes très honorés par ce choix et bien évidemment, nous avons un très grand plaisir aujourd'hui à accueillir Christiane Lambert, éleveuse, effectivement, engagée au sein de sa profession et très probablement utilisatrice finalement de nos solutions dans son quotidien. Donc pour nous, c'est vraiment une richesse ces rencontres pour pouvoir aussi échanger et apporter toujours du plus aux éleveurs qui sont les utilisateurs de nos solutions. Alors justement, Allflex, Livestock Intelligence, filiale de MSD, Santé Animale, véritable leader mondial dans son domaine d'activité. Ça veut dire que cette référence, cette marque que vous portez, elle a été vraiment aussi acquise avec un travail au quotidien de toutes vos équipes, avec un véritable savoir-faire, car depuis 1978, vous avez su vraiment vous hisser au niveau des meilleurs. Alors, depuis 1978, ici à Vitré, effectivement, mais plus de 100 ans d'expérience dans l'identification pour le groupe. Et effectivement, aujourd'hui, c'est près de 500 millions d'animaux qui sont identifiés chaque année dans le monde avec nos solutions d'identification visuelle, électronique. Nous proposons aussi des solutions d'échantillonnage de tissus pour renforcer la connaissance sanitaire et génétique des animaux et renforcer aussi, c'est une brique, pour renforcer tout simplement la traçabilité des animaux et des filières pour le bien des utilisateurs. Et puis, bien évidemment, depuis quelques années aussi, c'est 6 millions de vaches connectées chaque jour dans le monde, dans 40 000 exploitations. Et à l'heure où je vous parle, il y a en gros un peu plus d'1 million de vaches qui sont connectées, analysées en direct pour apporter de l'information pertinente à chacun des éleveurs. Et ce qui sera la dernière question, avant de vous faire réagir, ce qui est très important, c'est que tout ceci est piloté depuis Vitré. Tout à fait. Vitré, depuis 1978, est le cœur de notre métier identification. C'est d'ici que naissent toutes les innovations, pensées, développées et puis déployées dans plus de 100 pays dans le monde. Donc nous sommes fiers d'être ici à Vitré depuis 40 ans et de proposer des solutions pour les éleveurs et les animaux dans le monde. En tout cas, merci Christiane Lambert. On m'a dit que vraiment vous étiez très curieuse, toujours à l'affût de tout ce qui se passe. Évidemment, cette société, vous la connaissiez. Vous l'avez visitée cet après-midi. Après les chiffres vraiment très, très porteurs, très, très référents, quelle est votre analyse ? Cette entreprise est un fleuron de la technologie. C'est une entreprise qui s'est appuyée sur une obligation réglementaire, identifier les animaux. Obligation que nous devons tous respecter, mais qui a su développer et s'adapter aux besoins nouveaux des éleveurs. Il y a beaucoup de techniques, de technologies, d'intelligence derrière les produits qui sont fabriqués aujourd'hui par Allflex, qui permet aux agriculteurs de gagner de l'argent, du temps, du confort de travail, de gagner en sérénité, parce que les capteurs qui centralisent les informations et nous les amènent sur notre smartphone nous évitent de nous creuser la tête le matin en disant attention quel animal je dois surveiller, etc. Et ainsi on optimise chaque poste d'élevage. Et c'est la conjugaison de l'éthique et de l'high-tech qui permettent justement d'apporter tout ce service-là. Et je trouve que la visite d'entreprise que nous avons faite est remarquable. Made in France.
jusqu'aux composants électroniques. On n'a pas été bloqué par le canal de Suez. Rendez-vous compte, l'Evergreen ne nous a pas ennuyé du tout. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et moi qui milite pour le patriotisme alimentaire et donc le patriotisme économique, je trouve que c'est instructif de voir que c'est possible de le faire sur des produits aussi tech que ceux qui sont faits ici chez Allflex. Vraiment garantir aussi son autonomie de production et de ressortir vraiment au mieux ce savoir-faire made in France, comme vous venez de le dire. Alors, au moment, il y a une dizaine d'années, tout le monde pensait qu'en cliquant sur un bouton, on pouvait tout commander à l'autre bout du monde et que ça allait arriver en un rien de temps. La crise Covid a montré que c'était moins simple que ça. Le président de la République a dit qu'il faut préserver notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté santé. Parce qu'on manquait de respirateurs, on manquait de masques, on manquait de tout. Mais on n'a pas manqué d'alimentation. Parce que l'agriculture, grâce à la politique française, à la politique européenne, c'est produire en quantité, en qualité et garantir la chaîne. Et cette technologie que l'on a vue ici, finalement, les composants électroniques super sophistiqués, faits en France, et je vous assure, allez les voir, ce sont des mini-fils qu'on voit à peine. C'est fabuleux de voir que des hommes et des femmes sont capables de maîtriser, d'abord de concevoir ces machines-là, de les faire fonctionner et d'assurer la maintenance. Chapeau bas. Hervé Carmarek, un mot pour aussi féliciter Allflex comme l'ensemble de l'excellence des entreprises brétiliennes regroupées au sein de l'UE35. Bah oui, on est évidemment fiers d'avoir des fleurons, des pépites comme ça sur notre territoire. Ça signifie deux choses quand même. D'abord, la volonté d'un dirigeant que de s'installer ici, mais la volonté aussi d'un homme politique que d'accueillir sur son territoire une usine dans les années 78. C'était Pierre Ménieri. Et puis au moment où on parle du plan de relance, où on parle de la réindustrialisation, c'est bien la preuve que sur notre territoire, il y a des entreprises industrielles qui fonctionnent et que lorsque les deux sont combinés, la volonté des hommes politiques de l'amélioration du territoire et puis la volonté des entreprises de recentraliser ou de reproduire ici en France, c'est possible. Allflex le démontre. Il faut rappeler que c'est une entreprise qui est aujourd'hui internationale et qui aurait pu en effet faire partir de Vitré son site de production. Voilà, alors que tout est piloté depuis Vitré. Merci en tout cas pour ce premier temps d'échange avec vous. On était très très heureux de vous entendre, Rémi Monet, sur vraiment cette success story d'Allflex. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser vos questions sur les deux tables rondes. Ce sera agrémenté avec nos chroniqueurs dans un instant. Le premier temps d'échange sera autour des enseignements de la crise Covid et un second temps, nous parlerons de la souveraineté alimentaire, transition et le renouvellement des générations. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions qui seront ramenées à Madame la Présidente de la FNSEA. Merci à vous. On va se quitter quelques petites secondes pour les remerciements d'usage avec les partenaires de ce Live 35 et on poursuit tout de suite la discussion. Voilà, alors que deux premiers chroniqueurs viennent nous rejoindre, merci beaucoup à Maurice Bourrigaud, le président du Club 35 et directeur général de la BPGO. Merci, vous prenez prendre place. Et Bernard Weber, le directeur général de Groupama Loire-Bretagne. On va échanger avec vous sur ce parcours qui force le respect, né à Saint-Flour. Dites donc, vraiment, le Cantal, l'Auvergne, ça donne aussi des présidents de la République, il y en a deux, c'est le record en France. Et puis Saint-Flour, c'est le président Pompidou. Oui, Montboudif, exactement, président Pompidou. Voilà, exactement, vous l'avez dit. Vous êtes marqué par vos parents agriculteurs qui étaient militants à la jeunesse agricole chrétienne. Vous avez très vite, et vous nous l'avez rappelé en début d'émission, eu cette passion pour l'agriculture. À 19 ans, BTS agricole en poche, et vous vous retrouvez à la tête d'une exploitation laitière et porcine de 25 hectares. C'est ça, dans le Cantal, sur la commune de Massiac. Voilà, exactement. Thierry Lambert, votre époux, vous allez vous marier en 1987. Vous allez reprendre une exploitation porcine familiale à Bouillé-Ménard. Nous sommes dans le Maine-et-Loire. Et vous allez compter 106 hectares de culture. Alors, vous allez faire beaucoup de choses. Il y a du maïs, il y a du blé, il y a de l'orge, du pois, du colza, destiné à l'élevage de cochons. Voilà. L'activité principale et la passion de mon mari et moi-même, c'est la production porcine. Nous avons un élevage de 230 truies, naisseurs et engraisseurs, et nous travaillons avec la coopérative Terrena.
Qu'est-ce qui vous a poussé au quotidien pour aller encore plus loin, c'est-à-dire prendre très jeune des responsabilités? Je crois savoir que vous êtes présidente du CCJA de Massiac entre 80 et 84. Vous êtes toute jeune. Vous avez déjà l'envie des responsabilités. Mais écoutez, je crois que dans ma famille, il y avait les gènes de la responsabilité. Mes parents étaient militants tous les deux à la GAC, je vous l'ai dit. Et très tôt, dans une exploitation agricole, on est habitué à prendre des responsabilités. Ils m'ont confié le soin de m'occuper des veaux, puis des vaches, garder les troupeaux, etc., faire des clôtures, monter des murs de parpaing, etc. On prend des initiatives, et donc, quand on prend des initiatives dans son entreprise, on peut être appelé à en prendre ailleurs. J'étais aussi déléguée de classe, capitaine de l'équipe de handball. Donc, finalement, on peut l'exercer de différentes manières, ce goût de l'initiative et de la responsabilité. Mais surtout, c'est le besoin d'être utile. Entraîné. J'ai un côté, voilà, c'est un côté coach et un côté Saint-Bernard. Quand quelqu'un appelle à la maison et a un souci, je le note et il faut que je trouve une solution. C'est aussi ce qui est attendu des dirigeants, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Et je crois que quand on conjugue l'esprit de responsabilité et la volonté d'être utile à sa commune, sa profession, son pays, ça conduit finalement à faire plus de choses qu'on avait prévues à l'origine, aussi parce que des gens font confiance. Alors c'est beaucoup de travail, mais j'adore travailler. C'est beaucoup de responsabilités et les responsabilités, c'est assez... je ne vais pas dire grisant, mais c'est motivant. Parce qu'on prend des dossiers, on les règle, on avance. Alors il y a toujours des dossiers, il y a aussi son lot de problèmes, comme chez tout chef d'entreprise. Mais moi, j'adore le collectif. Et dans une équipe, ce qui est fabuleux, c'est que quand quelqu'un a un coup de mou, dans l'équipe, il y a des gens qui redressent la tête et qui partent de l'avant. C'est vraiment une comparaison entre le milieu sportif et le milieu des responsabilités professionnelles et syndicales, quelque chose de très important. Le respect, où les femmes ont toute leur place. La profession agricole est aussi originale pour cela, c'est moins vrai en politique, mais dans le monde syndical agricole, il y a ce respect des personnes. Alors, vraiment, on va quand même donner d'autres fonctions. Vous avez été vice-présidente du Cantal, première présidente du Centre régional des jeunes agriculteurs en Auvergne en 1986, présidente au niveau national, présidente du réseau phare, le Forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement entre 1999 et 2005, présidente de la FDSEA du Maine-et-Loire entre 2001 et 2011, et puis depuis ce 13 avril, vous êtes à la tête de la FNSEA. Vous êtes admiratrice, me dit-on, de deux véritables personnes. Il y a Michel de Baptiste pour la Jacques. Ça, c'est quelqu'un dont vous vous reconnaissez avec de véritables valeurs. Oui, c'est quelqu'un qui est né sur un territoire difficile. Il est né dans le Puy-de-Dôme, dans la forêt noire, les montagnes noires de Thiers. C'est quelqu'un qui a eu une vision, c'est-à-dire qu'il a vu le monde agricole qui avait rendu énormément de services pendant la guerre, on l'a vu dans le film Nous, paysans récemment, mais il voyait aussi une génération de jeunes en souffrance. Et il a beaucoup travaillé sur la promotion des hommes et des femmes par la formation. Il a créé l'IFOCAP, l'Institut de formation des cadres paysans, dont je suis vice-présidente aujourd'hui encore, beaucoup par fidélité à Michel de Baptiste, parce que j'ai moins le temps de m'en occuper, mais c'est-à-dire dire aux jeunes... votre avenir est en vous. Prenez-vous en charge. Émancipez-vous, osez. Il a aussi été visionnaire parce que dans les années 60, ça a matché avec le général de Gaulle et Edgar Pisani pour faire les lois d'orientation de l'époque et la loi complémentaire de 1962 qui ont fait de la France la grande puissance agricole qu'elle est devenue. Donc finalement, c'était un président d'un syndicat, corps intermédiaires à qui les politiques ont fait confiance pour tracer un destin pour l'agriculture. Et il y a beaucoup de choses qui existent encore aujourd'hui, dont les lois de l'élevage, et on en a parlé chez Allflex, qui viennent de cette vision-là du développement de l'agriculture. Autre personne et personnalité à avoir aussi été très proche du secteur de l'agriculture, personne que vous appréciez particulièrement, c'est Nicole Notat ? Oui, Nicole Notat, qui est une femme remarquable, que j'ai eu l'occasion de côtoyer quand elle était présidente de la CFDT, puis quand elle était chez Vigéo, à notation environnementale. J'ai souffert quand Nicole Notat a été conspuée par les siens parce qu'elle était réformiste. Elle a osé. Elle est partie sous les colibés lors d'une manifestation. C'est très difficile de vivre ça. Mais elle a osé dire non, nous devons réformer, il faut réformer. C'est pas facile. À un moment où, et on l'a vu avec différents événements ces dernières années, il est plus facile de se fondre dans le populisme ou dans la réflexion facile, les phrases superficielles. Oser regarder l'avenir avec lucidité, il faut être à la fois lucide, volontariste et courageux. Parce qu'il faut parfois aller contre les siens pour dire si la direction c'est celle-ci. Quand j'ai pris la présidence de phare en 1999 et qu'on a commencé à parler d'environnement, à l'époque, certains disaient elle est la Libye verte de la FNSEA. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui montre bien que ce virage qu'a pris la profession agricole à ce moment-là, 1999, 7 ans après le sommet de Rio,
L'agriculture a fait sa transition avant que d'autres ne la commencent. Et aujourd'hui, nous avons des résultats. Moins 42% d'antibiotiques pour les animaux en 5 ans. Moins 23% de gaz à effet de serre émis pour 1 litre de lait produit en 8 ans. Quel autre secteur d'activité est capable d'afficher autant de progrès ? 700 000 km de haies en France, 7 fois le tour de la Terre. Donc l'agriculture a à son actif énormément de performances et économiques et environnementales. Technique et technologie nous y aident, mais nous sommes dans un pays où quand on dit le mot industrialisation ou productivité, ça apparaît comme des gros mots. C'est invraisemblable. Et on le verra tout à l'heure dans nos échanges à l'occasion des 2 temps de table ronde. Vraiment, vous êtes vent debout contre cette agri-bashing. On va aussi signaler que depuis le 18 septembre 2020, vous êtes présidente du COPA, le comité des organisations professionnelles agricoles. Il faut signaler que c'est la première organisation syndicale d'agriculteurs en Europe. Et puis, chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite agricole. Vous êtes commandeur. On vous a remis également la médaille d'or de l'Académie d'agriculture de France. Voilà, mais écoutez, respect quand même, parce que ça force le respect. Oui, mais quand on est, vous savez, je veux dire, quand on est une femme dans un milieu d'hommes, on se fait plus facilement repérer. Donc toutes ces médailles viennent aussi de ça, j'en suis certaine. Femme de caractère, le statut des femmes. Vous êtes la première présidente de la FNSEA, vénérable institution quand même. Il aura fallu attendre 71 ans, j'ai envie de dire, avant qu'une femme soit à la tête. Est-ce que le mode de gouvernance, et on voit bien que vous êtes une femme d'action, d'engagement, de sensibilité aux grands dossiers, est-ce qu'une femme a quand même une façon de faire passer aussi ses dossiers d'une manière un peu différente ? Alors ceux qui en parlent le mieux, ce sont les hommes, puisqu'ils disent que les femmes n'arrivent pas à se départir de leur sincérité. Sincérité, et puis intuition. Intuition féminine, on le dit souvent. Moi, je sens venir les choses. Je lis beaucoup, j'observe beaucoup, et il faut identifier les signaux faibles. Souvent, on ne passe pas assez de temps à regarder des petits signes, des choses qui se répètent ou qui nous arrivent de diverses sources. Et quand on est femme, on est plus sensible à ça. Nicole Dautat disait aussi que les femmes sont plus sensibles aux problématiques environnementales parce qu'on a plus la notion du moyen long terme, la responsabilité vis-à-vis de la famille, des enfants, la vie paisible, etc. Ce sont des choses qui le poussent aussi. Et puis après, je crois qu'il y a quand même des caractéristiques qui sont communes aux hommes et aux femmes. C'est les caractéristiques de leader. J'ai été coach de handball aussi. Pour coacher l'équipe de ma fille quand il manquait de coach dans le club. Donc je pense qu'il y a aussi des choses que l'on aime faire. Et puis vous savez, moi j'aime pas les gens qui restent sur un fauteuil et qui disent ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses ? Je m'engage. L'épouse de Michel de Bâtisse, le jour de sa sépulture, a dit dans la vie, il faut savoir dire oui. Un oui franc, un oui je le veux. Pas un oui peut-être, un oui si. Franchement, une femme qui vient de perdre son mari, qui va au micro et qui dit devant tous les grands dirigeants, 4 ministres, dans la vie, il faut savoir dire un oui franc et massif. C'est pas se réfugier derrière tel ou tel prétexte pour ne pas s'engager. S'engager, c'est s'exposer aussi, pour soi-même, pour sa famille, pour son entourage. Il faut l'assumer. Les réseaux sociaux qui ont complètement rendu violente la parole publique, les expressions avec des pseudos, tout le monde dit n'importe quoi et insulte n'importe qui. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. Et on voit aujourd'hui des gens qui hésitent à prendre des responsabilités par peur de cette violence. Donc on a tous une responsabilité aussi, quand on est leader, d'être respectueux, pas grossier, et d'essayer d'argumenter sans vouloir écraser la personne avec qui on débat. Et surtout vouloir, et on le sent vraiment chez vous, vouloir faire avancer les choses. Merci pour ce temps sur ce portrait, vos responsabilités. On va vous rappeler que vous pouvez encore poser vos questions, bien évidemment, pour les 2 parties que nous allons développer dans un instant. Les enseignements de la crise Covid et un petit peu après, la souveraineté alimentaire, la transition et le renouvellement des générations. Petite rupture pour remercier les partenaires de ce live du Club 35. Et nous allons entamer cette première partie avec les enseignements de la crise Covid. Oui.
Merci bien évidemment de poursuivre ce live du Club 35. Vous êtes particulièrement nombreux connectés depuis 19h pour passer ce temps d'échange avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Merci aux deux premiers chroniqueurs qui vont venir se succéder pour poser des questions. Maurice Bourrigaud, le président du Club 35 et directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, et puis Bernard Weber, directeur général Groupama Loire-Bretagne. On parle des enseignements de la crise Covid. Très, très rapidement, une réponse à cette question. On n'imaginait pas ce qui s'est passé. Et pourtant, je veux dire, l'agriculture a été là pour nourrir, continuer à nourrir les femmes, les hommes et les familles. On a peut-être vu à ce moment précis l'importance de la fourche à la fourchette. On pourrait dire l'agriculture, le retour. Franchement, il y a 1 an et demi, on avait plus de critiques ou de remises en question. La crise Covid a montré que la chaîne alimentaire a tenu. Et dans la chaîne alimentaire, il y a tout l'écosystème agricole, y compris les salariés d'abattoirs, les chauffeurs-livreurs, ceux qui fabriquent les boucles chez Allflex. Rien n'a lâché, tout a tenu. Ça, c'est très important. C'est une chance. Dans beaucoup de continents, ça n'a pas tenu. Et les Français ont redécouvert l'importance de l'alimentation. Ils ont télétravaillé et cuisiné. Puis ça les a occupés, ils allaient faire les courses. C'était la sortie quotidienne. L'alimentation est redevenue en numéro 2 des préoccupations. Se soigner, se nourrir, travailler. Et le président de la République lui-même a changé son discours vis-à-vis de l'agriculture. On pourra le détailler peut-être tout à l'heure. Maurice. Christiane Lambert, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si on peut tirer des enseignements positifs de la crise Covid, parce qu'il faut s'inscrire aussi dans le temps long. Je reviens sur Michel Debatisse, qui en effet était très soucieux de la souffrance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette longue histoire des agriculteurs qui sont au SPACE à Rennes et qui écrivent des pages absolument magnifiques de l'histoire de l'agriculture, et tous ces agriculteurs en souffrance, en difficulté permanente, qu'est-ce qu'on a loupé au fil des décennies ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait suffisamment pour que tout se réussisse ? Il y a quelque chose qui est énorme dans notre pays, plus qu'ailleurs, c'est que nos politiques, quels qu'ils soient, de gauche et de droite, qui se sont succédés depuis 40 ans, ont demandé aux agriculteurs des efforts de productivité extrêmement importants parce qu'ils ont joué la carte du pouvoir d'achat des consommateurs au détriment du pouvoir d'achat des producteurs. Tous les gains de productivité que nous avons accomplis dans nos exploitations, nous les avons cédés à l'aval. On vend moins cher, donc on est obligé de produire plus, d'améliorer la prolificité, de surveiller tous les indicateurs pour être au top. Et c'était manger moins cher, manger moins cher. Il y a 25 ans ou il y a 30 ans, on dépensait 25% de son budget pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est 13%. L'élément de racolage des grands distributeurs, c'est le prix. Venez chez moi, c'est moins cher. On a fait des Français des promovores. Ils cherchent des promotions. Donc il y a ça. Nous sommes un métier qui est devenu très technique et très technologique. Et un certain nombre d'agriculteurs ont du mal à suivre. Et c'est aussi pour ça que le syndicalisme a un rôle énorme d'entraîner le maximum d'agriculteurs au repli, ne pas rester repliés, pour que le maximum d'agriculteurs puissent suivre. C'est la promotion que mettait en avant Michel Debatisse. Et oui, c'est vrai aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs ne gagnent pas leur vie, ont des problèmes de revenus, parce que des prix tirés vers le bas depuis 40 ans, ça conduit à ce que l'on voit. On a perdu du potentiel de production. On importe un fruit sur 2, alors qu'on en produisait beaucoup plus, parce qu'on trouvera toujours des produits moins chers qu'en France. Des fraises moins chères en Espagne, des bovins moins chers en Amérique du Sud, des pommes moins chères en Pologne. Et qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire ? Et le jour où il y a une rupture, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de fraises, il n'y a plus de bovins. La relocalisation et la souveraineté, c'est aussi ça qu'il faut remettre en avant. Justement, la loi Egalim, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à fournir ce revenu minimum digne pour tous les agriculteurs. Est-ce que la loi Egalim, on est à la mi-temps du match ou on en est où ? Alors on est à la mi-temps puisque après la loi alimentation 1, voilà la loi alimentation 2 pour améliorer la première. La première, elle visait justement à inverser la vapeur et à construire des prix en marche avant au lieu de construire des prix en marche arrière. Depuis 40 ans, c'est le distributeur qui dit à l'industriel « je te donne que 0,2% de hausse, tu te débrouilles avec le producteur ». Et maintenant, nous disons, si on veut produire en France et avoir des agriculteurs qui gagnent leur vie, on part des coûts de production franco-français, agriculteurs auxquels on impose du sanitaire, du bien-être, de l'environnement, du social, etc. Ça a un coût. Plus vert, c'est plus cher.
Quand on veut produire plus vert, c'est des prix supplémentaires. C'est comme pour les voitures ou comme pour le vestimentaire. Et donc, construire ces prix en marche avant, c'est aussi s'assurer que les règles seront respectées par tous. Or, les distributeurs, en allant implanter des centrales d'achat à l'étranger, pour certains d'entre eux, ont essayé de contourner la loi. Donc, le ministre s'en est aperçu, Mme Pannier-Runacher aussi, à Bercy, s'en est aperçu. Et donc, on est en train de présenter la loi Alimentation 2 pour justement serrer un petit peu les boulons qui n'étaient pas assez serrés pour certains. Mais c'est aussi une question d'état d'esprit. Et même les grands distributeurs, dont beaucoup sont à l'ouest, disent on est allé trop loin dans les prix bas. OK, il est temps d'en apercevoir. Bernard Weber. Oui, Madame Lambert, bonsoir. Vous l'avez dit, pendant la crise, et notamment pendant le premier confinement, les agriculteurs ont continué à nourrir les Français. Et malgré ça, on sent quand même que les Français sont toujours très enclins à critiquer les agriculteurs sur les intrants, sur la façon dont ils élèvent leurs animaux, alors qu'en fait, la grande majorité des agriculteurs travaillent de façon très consciencieuse. Comment fait-on pour revaloriser l'image des agriculteurs dans le grand public pour rappeler quand même que ces agriculteurs nourrissent le monde? Alors, les Français aiment leurs agriculteurs. Tous les sondages le disent. Un certain nombre de militants qui militent pour différentes causes, par contre, s'acharnent à critiquer parfois abusivement un certain nombre de choses ou de pratiques. C'est une minorité, mais qui parle beaucoup. Quand je vois, par exemple, le courant vegan qui représente moins de 1% de la population, il bénéficie d'un temps d'antenne extraordinaire et ça donne l'impression que demain, la moitié des Français ne mangeront plus de viande, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il y a eu un éloignement entre l'agriculture telle qu'elle est devenue, moderne, technique, technologique, et une espèce de nostalgie vis-à-vis de l'agriculture. Beaucoup voudraient revenir à l'agriculture de grand-papa, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connue. Qui voudrait revenir aux voitures d'il y a 50 ans? Personne. Qui voudrait revenir à l'hôpital d'il y a 50 ans? Personne. Pourquoi pour l'agriculture, certains se disent c'était mieux avant? Avant, il n'y avait pas de traçabilité, il y avait des antibiotiques, il y avait plus de morts par toxicité alimentaire, etc., etc. Alors, agriculteurs, certainement, nous avons insuffisamment communiqué pour dire ce que nous faisons et expliquer les évolutions. Là où on a gagné beaucoup, c'est avec les réseaux sociaux, en communiquant directement. Il y a aujourd'hui beaucoup de youtubeurs agricoles, il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui ouvrent leurs portes, tout le monde communique, les banques, les assurances, les coopératives se mettent à dire il faut expliquer mieux notre métier. Et les Français sont curieux de ce que font les agriculteurs. Donc on n'empêchera pas les militants de militer. Les mouvements les plus radicalisés d'animalistes qui font des intrusions, c'est scandaleux, et la justice devrait les punir plus sévèrement. Est-ce que moi je vais voir dans le frigo de monsieur le militant s'il achète vraiment ce qu'il dit manger? Non. Donc moi, je joue sur le professionnalisme des agriculteurs, la transparence de nos pratiques, la communication pour expliquer que notre métier a changé comme tous les métiers, que les jeunes ne feront pas le métier comme je l'ai fait moi quand je me suis installée. Et puis, il faut aussi qu'on arrive à nouer des contacts avec un certain nombre de ces associations, celles qui sont constructives, c'est-à-dire pas celles qui sont abolitionnistes ou décroissantes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idéologie. On le voit avec toutes les ZAD partout, il faut produire moins, c'est la décroissance. Il y avait un très bon billet dans le Figaro ce week-end. Aucun pays ne veut de la décroissance sur l'ensemble des pays, les 197 des Nations Unies. Aucun pays ne veut de la décroissance. Mais on veut de la croissance durable. Donc en agriculture, on l'a compris, on est au travail. Vous voyez, on a écrit un livre l'année dernière qui correspond à notre orientation pour les 3 ans qui viennent. Faire du changement climatique une opportunité pour l'agriculture. On explique tout ce que l'on fait et que l'agriculture est la solution dans beaucoup de domaines. Le pouvoir épurateur des sols, les énergies renouvelables, les éoliens, les biocarburants, la biomasse, tous les bioproduits, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui verdira l'industrie. C'est l'agriculture qui verdira l'économie de notre pays. C'est certain. Alors la dernière question de cette partie, car nous avons déjà un petit peu débordé le temps, c'est une question qui nous vient d'Hélène de Fougères, qui nous dit, et je cite la question qui vient de nous parvenir, et cette émission, elle est également aussi pour vous dans vos questions. On a vu l'engouement des circuits courts pendant le premier confinement, puis nettement diminué par la suite. Cela veut-il dire qu'il est difficile de ne pas passer par la grande distribution ? La grande distribution, c'est aujourd'hui 73% des achats des Français. Alors, c'est vrai, quand on entend les médias, on a l'impression que c'est beaucoup moins, mais c'est encore 73%. C'est en baisse. Les hyper vivent des catastrophes en termes de part de marché. Oui, les circuits courts ont pris beaucoup de place pendant le premier confinement. C'était la sortie du jour ou du week-end. Par contre, nous avons amélioré la possibilité pour les Français de faire leurs courses en circuit court. Avec le click and collect, avec tous les sites qu'on a réussi à construire, avec les chambres d'agriculture, qu'on fait des plateformes dédiées pour faire ces courses simplement auprès des producteurs sans aller en voiture partout chercher ces produits. Donc, il y a une demande par contre de proximité, de naturalité, de connaître les producteurs. Il faut qu'on arrive à conjuguer les circuits courts et la facilité d'accès aux circuits courts. Nous
y travaillons de façon importante avec les chambres d'agriculture. Merci en tout cas pour toutes ces réponses aux questions. Nous allons marquer une petite pause pour les partenaires de ce live du Club 35 et nous allons envisager la deuxième partie d'échange avec nos chroniqueurs autour de la souveraineté alimentaire, la transition, mais également le renouvellement des générations. À tout de suite. Souveraineté alimentaire, transition, renouvellement des générations. Merci de poursuivre avec nous ce live du Club 35 avec comme grand témoin, merci encore à vous Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Hervé Karmarek, une question pour lancer un peu cette thématique, souveraineté alimentaire. Hervé Karmarek, président de l'UE 35. Écoutez Stéphane, on en a déjà dit beaucoup, mais il est important toujours de rappeler que l'agriculture, l'agroalimentaire nourrit 20 millions de personnes et on l'a vu notamment en Bretagne, l'agroalimentaire, l'agriculture dans son ensemble a très largement soutenu le PIB breton et on a redécouvert combien cette industrie était une économie importante et on le redit bien combien les enjeux sont importants. Moi, je voudrais juste poser une question. On a parlé tout à l'heure de la loi Egalim, de la répartition des richesses. La loi Climat et Résilience a apporté différentes contraintes et notamment des taxes et une qui nous inquiète nous particulièrement en Bretagne, l'article 32, le retour de l'écotaxe. La FRSE en Bretagne a été assez mobilisée aux côtés du MEDEF pour combattre cette loi. Quelle est votre position, vous, par rapport à cet article 32 ? Alors, cette loi climat et résilience inquiète beaucoup de chefs d'entreprise et de dirigeants, mais de collectivités aussi, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui risquent de nous mettre en sous-compétitivité par rapport à d'autres pays, à créer des taxes supplémentaires et des charges supplémentaires. Nous nous étions beaucoup mobilisés la première fois, notamment vis-à-vis de l'écotaxe. Elle présente les mêmes inconvénients que la dernière fois. Et concernant la Bretagne, puisque nous sommes ici en Bretagne, qui est excentrée par rapport à l'ensemble du pays, évidemment que le transport routier reste le transport majeur. Vis-à-vis des exploitations agricoles, des industries, de l'alimentation animale, etc., c'est aussi le camion qui vient jusqu'au dernier kilomètre. Donc ça nous inquiète énormément et nous avons travaillé avec les coopératives, Coop de France, avec l'ANIA, avec le MEDEF aussi, pour dire toute l'inquiétude qui était la nôtre par rapport à ce sujet et ne pas recommencer la même erreur que la fois précédente. S'il y a un problème d'entretien des territoires et d'entretien des routes et des équipements routiers, pensons-le autrement, mais ne taxons pas l'économie de cette façon-là. Bernard Weber, directeur général de Groupama Loire-Bretagne. Alors, moi, j'ai une question qui est peut-être un petit peu orientée. Les événements climatiques qu'on a constatés ces derniers jours démontrent que le modèle économique des agriculteurs peut être, dans certains cas, extrêmement fragile. Alors, comme on parle de souveraineté alimentaire, pour éviter d'importer des fruits d'Espagne ou du Sud, on a des plantations dans la vallée du Rhône qui ont été extrêmement touchées par le gel. Dans ces conditions, comment peut-on sécuriser le modèle économique des agriculteurs et notamment de ceux qui pratiquent ou la vigne ou l'arboriculture ? Ce qui caractérise l'agriculture, c'est que notre usine à nous, elle n'a pas de toit. Et donc on travaille au grand air, soumis aux aléas du climat et aux caprices du climat. La violence et la récurrence des événements climatiques fait qu'il faut aborder les choses autrement. J'étais dans la Drôme et l'Ardèche la semaine dernière. Gel cette année, neige l'année dernière, grêle l'année précédente, sur 6 années, 5 années avec des aléas climatiques. Donc il faut penser la sécurisation autrement. Il y a d'abord tout un volet de prévention et puis il y a le volet de l'assurance. Le volet de la prévention, on a vu ces images impressionnantes à la télé d'arboriculteurs qui ont fait de l'aspersion sur leur verger pour envelopper le bourgeon dans un cocon de glace, une espèce de petit igloo autour du bourgeon qui lui permet de résister à 0, -1, -2 degrés. À -2, il résiste, à -8, il est mort. Donc finalement, ils ont sauvé leur verger grâce à ça. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient réussi à créer des réserves d'eau et ils ont pu avoir les 40 mètres cubes heure hectare qu'il fallait pour pouvoir arroser. Et par contre, beaucoup qui n'avaient pas de protection ont tout perdu. Donc la prévention, c'est capital. Ensuite, il faut effectivement pouvoir assurer. Sauf qu'aujourd'hui, les assureurs, les deux qui restent en agriculture, perdent de l'argent sur beaucoup de contrats. C'est-à-dire que le rapport sinistre à cotisation est déséquilibré. Les sinistres augmentant, ils payent plus en sinistre qu'ils ne collectent en cotisation. Ça ne durera pas autant que les impôts.
si on peut dire. Donc voilà pourquoi nous travaillons pour améliorer les systèmes assurantiels, notamment, je vais le dire, avec Groupama et avec Pacifica, qui sont les plus fidèles encore au chevet de l'agriculture. Et nous voulons que le ministre de l'Agriculture soit le ministre de la décision sur ce sujet. Ça fait des années qu'on en parle. On n'a pas encore trouvé le ministre de la décision. J'espère que celui-ci est le ministre de la décision. Il faut que l'État vienne au secours en réassurance, en fonds de garantie pour les gros coûts comme celui-ci. Rendez-vous compte, cette année, le dégât en viticulture, c'est 2 milliards d'euros. Le dégât en fruits, c'est 1,5 milliard. C'est historique. Le ministre de l'Agriculture n'a pas eu de superlatif plus fort. Nous vivons un drame économique et social. J'ai vu des agriculteurs pleurer, désespérés. Ils n'ont pas de fruits jusqu'à juillet 2022. Mais ils ont quand même des vergers à entretenir. Donc l'assurance permet d'apporter une garantie de trésorerie, de tenir à flot l'exploitation. La prévention permet de garder ces marchés. Parce que je peux vous dire que les Espagnols qui n'ont pas gelé se frottent les mains. Ils vont arriver avec leurs fruits. Ils vont prendre des places commerciales. Il faudra les reconquérir ensuite. Donc c'est vraiment un enjeu de souveraineté alimentaire, de pérennité de production sur les territoires. Que serait la vallée du Rhône sans ses abricots, ses cerises et ses pêchers? Que serait tout le Provençal-Côte d'Azur sans ses vignes? L'attractivité touristique, la tenue des territoires tient aussi à ce patrimoine culturel. Donc l'agriculture, c'est plus que des cas euros. C'est aussi tout ça. Voilà pourquoi il faut un sursaut et une solidarité nationale. Et le premier geste du Premier ministre, 1 milliard d'euros annoncé samedi, est une bonne nouvelle parce que c'est un acte rapide et fort. Et soyons aussi citoyens des fruits et des légumes de saison en France. Voilà, il y aura une baisse de 50% probablement de la production de fruits, c'est dramatique, mais il y aura des fruits français et il faut qu'ils trouvent preneur et que les Français soient solidaires par l'acte d'achat, ça ira directement en trésorerie dans la poche des producteurs. Maurice Bourrigaud. Oui, alors justement, parlons de l'avenir. Mon père avait le numéro 6 des coopérateurs à la Cana, qui est devenu Terrena. Donc ça date un petit peu, je l'ai vu souffrir de tous les aléas climatiques. Vous avez 1000 combats pour Pauline, qui vient d'être ingénieure, agronome, pour ses enfants. Et s'il y avait un combat dans cette complexité incroyable, et s'il y avait un combat, Christiane Lambert, au-dessus des autres, ce serait lequel? Avec Julien de Normandie ou les autres? Alors, parmi tous les combats techniques, économiques, climatiques, il y en a un, c'est d'abord d'avoir des hommes et des femmes debout, pour reprendre un terme cher à Jean-Michel Lemétayer, dans leurs exploitations agricoles. Nous avons aujourd'hui plus de 30% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Donc on a un renouvellement des générations qui est extrêmement important. Il y a des jeunes qui veulent s'installer. Il y en a. Il y en a dans les écoles d'agriculture, il y en a qui viennent d'ailleurs. Dans mon département, 40% des jeunes qui s'installent sont hors parcours familial. Donc, ça veut dire que c'est un métier qui redevient attractif, différemment, travaillant différemment, et il faut l'accepter. Mais par contre, cet enjeu-là, il est capital. Donc, pour que les jeunes aient envie de s'installer, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut des revenus. Donc, il faut qu'on travaille pour améliorer le revenu des agriculteurs. Il faut aussi qu'on en parle positivement. C'est-à-dire que les agriculteurs disent souvent quand ça va mal, mais quand ça va mieux ou quand ça va bien, parfois on ne le dit pas assez. Donc, il faut aussi dire quand ça va bien. Dieu merci, il y a des agriculteurs qui réussissent aujourd'hui. J'en connais plein. Il faut aussi faire de la place sur le foncier. Donc, il faut aussi que les villes arrêtent d'artificialiser les sols en grandissant à l'infini, mais qu'on préserve du foncier agricole. Il faut financer des exploitations plus importantes en capitaux. Un jeune qui s'installe aujourd'hui nécessite de mobiliser 400 000 euros, grosso modo, pour démarrer. Donc, il faut des banquiers confiants. Il faut des fonds de garantie. Bref, c'est une politique complète qu'il faut. Mais c'est vraiment la nécessité absolue. C'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays d'Europe. Nous en parlons beaucoup au COPA. Et nous essayons dans la PAC, par exemple, d'apporter un plus, un bonus aux jeunes agriculteurs. Mais vous savez, les jeunes nous surprennent. Moi, quand je vais dans les écoles d'agriculture, qu'ils soient élèves ingénieurs, BTS ou Bac Pro, ils ont des envies de s'installer. Ils n'osent pas le dire tous, mais ils ont des envies de s'installer. Par contre, ils feront les choses différemment de ce que nous faisons nous. Et ils ont besoin aussi de techniques, de technologies pour se simplifier la vie. 50% des jeunes qui s'installent en production laitière optent pour le robot de traite. Meilleures conditions de vie. De plus en plus, les épouses d'agriculteurs travaillent à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des cadencements de vie plus adaptés à l'agenda des autres. Voilà, c'est un tout. Donc, il y a un volet économique, il y a un volet humain. Et il faut aussi un état d'esprit pour accueillir ces jeunes-là. On en a besoin. Une question à présent qui va venir via Teams. Elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle va quand même vous poser une question, Christiane Lambert. Il s'agit d'une question de Anne-Sophie Robin, présidente de Boucher Service SA. À vous, on vous écoute Anne-Sophie. Que proposez-vous pour attirer les futurs talents dans le monde de l'agri qui recrute 365 jours par an ?
L'agriculture recrute, c'est très peu connu. L'année dernière, on cherchait des saisonniers, on a fait un site qui s'appelait Des bras pour ton assiette. On a eu 350 000 personnes qui se sont déclarées voulant venir travailler avec nous. Mais nous avons 70 000 postes non pourvus. C'est énorme. Les métiers de la boucherie recrutent, tous les métiers de la maintenance agricole recrutent. On embauche en agriculture, mais ce sont des métiers qui sont assez méconnus. Donc il faut qu'on soit plus visible, aller dans les écoles, parler de nos métiers, travailler avec Pôle emploi, ce n'est pas toujours simple. On a signé une convention avec le ministère de Madame Borne, la ministre du Travail, et le ministre de l'Agriculture, pour justement promouvoir tous les métiers de l'agriculture d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire aussi dans les abattoirs, dans la logistique, dans le transport, dans l'audit, chez les vétérinaires, bref, tous les métiers de l'écosystème agricole. Et je veux dire aussi que parfois certains sont surpris de l'épanouissement qu'il y a dans certains métiers de l'agriculture. Donc à nous aussi de les attirer. Les rémunérations sont bien réévaluées aujourd'hui. Il y a même parfois une politique sociale qui est bien supérieure à ce que l'on peut voir ailleurs. Oui, nous recrutons, et puis je crois que la crise sociale vers laquelle nous allons fait que peut-être nous aurons des gens qui viendront vers nous par défaut, mais qui resteront parce qu'ils s'épanouissent dans nos métiers. Nous savons les intégrer. Alors, il nous reste 5 minutes dans ce tour de table. On va essayer de faire un jeu de questions-réponses en 1 minute à chaque fois. Vous avez une question qui vous est posée. Comment travaillez-vous sur les questions du bien-être animal qui est de plus en plus présent dans le débat public ? Alors, c'est assez surprenant. À Bruxelles, la France est présentée comme un bon élève de la mise en œuvre du bien-être animal. Les directives existent depuis 20 ans et la France, avec la Direction générale de l'alimentation, les met en œuvre. Mais c'est méconnu. Nous travaillons maintenant avec un certain nombre d'associations de défense du bien-être animal. Alors, pas les abolitionnistes, ceux qui sont vraiment pour le bien-être animal. Nous avons mis en place aussi des diagnostics bien-être animal dans les exploitations. Nous l'avons fait dans notre exploitation. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment on apprécie, comment les porcelets sont épanouis, stressés, inquiets, etc. C'est quelque chose que nous avons pleinement intégré. Et vous savez, j'ai un collègue producteur de poules pondeuses qui dit quand une poule est mal en point, elle ne pond pas. Un producteur a toujours intérêt à ce que ses animaux soient en forme. Allflex fait des outils qui permettent de mesurer le bien-être des animaux. Au SPACE, j'ai vu énormément d'équipements qui vont vers la mise en œuvre du bien-être animal dans nos exploitations agricoles. Avant, il y avait juste les injonctions. Maintenant, il y a de plus en plus les solutions et les agriculteurs l'ont pleinement intégré. Et des solutions qui sont récompensées par les Innov Space. Autre question qui nous est posée par Paul à Rennes. En 2021, un quart des chefs d'exploitation ne sont que des femmes. L'agriculture est-elle toujours une affaire d'hommes ? Alors, 25% de femmes chefs d'exploitation, mais 33% de femmes travaillant en agriculture. Alors oui, c'est ça vrai rehausse le pourcentage. Alors nous n'aurons jamais la parité à 50-50, et nous le savons. Alors le nombre de femmes augmente. Il n'y en a jamais eu autant, il n'y en a jamais eu autant qui s'installent. Beaucoup en viticulture, elles sont vigneronnes. Beaucoup de femmes qui font de la transformation de leurs produits. Elles vont jusqu'au bout de leurs produits. Quand il y a de la transformation dans des exploitations d'élevage pour faire pâté, rillettes, charcuterie, fromage, etc., très souvent les femmes en sont à l'initiative. Idem dans les exploitations de maraîchage, l'accueil à la ferme, le loisir, le tourisme, le sport à la ferme. Très souvent, des femmes sont à cette initiative. Et vous voyez, c'est poussé aussi par la Commission européenne. Il y avait la semaine dernière un colloque auquel j'ai participé. La Commission européenne, qui veut militer pour l'égalité hommes-femmes, donne des soutiens particuliers sur le 2e pilier de la PAC et les fonds FEADER pour accompagner des projets d'agricultrices en territoire. En tout cas, votre détermination et votre parler vraiment en vrai va susciter très certainement de nouvelles vocations féminines et masculines aussi. Allez, on va faire un tour de table très rapidement, 45 secondes, questions et réponses comprises. On va avec vous, Bernard. Écoutez, on a abordé beaucoup de points. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir sur l'image que les agriculteurs renvoient à la population, je pense qu'il y a un gros travail à faire, à la fois des syndicats comme le vôtre, mais aussi des entreprises qui travaillent dans le monde agricole, évidemment Groupama, évidemment les banquiers qui sont spécialisés. Donc, est-ce que le syndicat que vous représentez n'a pas envie de mettre en place une task force pour associer toutes les entreprises qui pourraient contribuer à revaloriser l'image des agriculteurs? On l'a initié au sein du CAF, le Conseil de l'agriculture française, où Groupama est membre, ainsi que les chambres d'agriculture, les jeunes agriculteurs, la coopération, le crédit agricole, etc. On travaille de plus en plus avec le MEDEF, la CPME, l'UDP, dans le cadre d'un autre cercle. Et là, nous allons lancer une initiative en septembre pour
avec tous les acteurs économiques de la ruralité. Il y a eu dans notre pays une fracture sur la ruralité. Certains ont une vision ringarde de la ruralité ou récréative de la ruralité. Nous sommes pour une ruralité active, entreprenante. Et la FNSEA prend le lead d'une plateforme. Et merci pour l'invitation. Je viendrai vous chercher. Et dans le colloque souveraineté alimentaire que nous organisons le 18 mai avec le président Macron, eh bien, nous associons aussi un certain nombre de partenaires à qui nous donnons la parole dans des petites capsules d'1 minute 30. Et je suis sûr qu'il y aura 1 ou 2 entreprises de l'Ouest. Maurice, on garde le même tempo. Christiane Lambert, vous avez sûrement quitté Massiac et Saint-Flour par amour. Est-ce que les vaches salaires vous manquent? Alors, je suis une cantalienne qui élevait des vaches Primolstein. Ouh. Non, nous avions un élevage laitier. Et alors, mon papa était inséminateur à la COP d'élevage. Donc, nous avions des salaires au tout début, dans les années 60-65. Et puis, il a fait des croisements avec des taureaux Primolstein pour avoir plus de lait avec les vaches salaires. Ça donnait des vaches noires magnifiques. La mienne s'appelait Gitane. Et voilà. Mais les vaches salaires sont somptueuses, magnifiques. Leur viande est délicieuse. Et franchement, une entrecôte de vache salaire, je ne sais pas si ce qui est au menu ce soir, mais ça serait top. En tout cas, l'UE35 fait toujours très bien les choses. Hervé Karmarek, pour refermer sur ce dossier, vous qui avez observé, écouté, en conclusion, sur cette thématique. D'abord, en conclusion, dire que le temps est trop court et qu'on aurait aimé vous avoir un peu plus longtemps avec nous. Mais bon, les 52 minutes, on les aura tenues. Vous remercier d'être évidemment parmi nous ce soir. On s'est bien rendu compte qu'il fallait beaucoup de détermination pour remporter d'abord une population sans doute très engagée dans son métier, très passionnée. C'est un métier de passion que l'on fait. Et puis de l'autre côté, beaucoup de freins, des freins politiques, des freins sociologiques, des freins de citoyens parfois. Juste une question, est-ce que la présidente de la FNSEA que vous êtes avait l'oreille attentive du président? Et si oui, comment vous la sollicitez, cette oreille? C'est très important d'avoir des relations avec tous les dirigeants, tous les ministres, quels qu'ils soient. J'ai connu des ministres de gauche, de droite, du milieu. Il faut, quand on est président de la FNSEA, savoir entretenir de très bonnes relations avec chacun. Indéniablement, c'est important aussi d'avoir l'oreille du président de la République, surtout quand il s'appelle Emmanuel Macron et qu'il décide quand même un certain nombre de choses. Je ne vais pas employer d'autres termes que certains emploient. Mais oui, notre ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, est un très proche du président de la République. C'est un atout également pour faire passer des messages. C'est très important aussi que le ministre de l'Économie soit un ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Ça ne veut pas dire qu'il a le carnet de chèques ouvert tous les matins, mais ça veut dire qu'il connaît les questions agricoles, et notamment le sujet de l'assurance dont nous parlions tout à l'heure. Dans un pays quel qu'il soit, et je crois que le président l'a dit en remerciant les agriculteurs qui ont été à la hauteur pendant le confinement, le Premier ministre l'a dit aussi samedi, un pays qui n'a pas une agriculture qui tient sur la durée est un pays fragile. Brejnev disait « Je crains plus le bruit des casseroles que le bruit des chars ». Quand il n'y a pas à manger, quand les gens ont faim, quand il n'y a pas la sécurité alimentaire, il y a d'autres problèmes de fonctionnement dans un pays. Donc l'agriculture française est une vraie chance pour la France. C'est quand même 8 milliards d'euros d'excédent dans la balance commerciale, elle-même déficitaire de 70 milliards, et ça a dû s'aggraver depuis le Covid. Donc l'agriculture française est une pépite diversifiée, de qualité, accessible. Franchement, ce que les agriculteurs ont fait pour notre pays depuis des années, et ce que nous continuons à faire, et ce que nous voulons continuer à faire contre vents et marées, il ne faut pas l'abîmer. Donc le président de la République l'a compris, à nous maintenant d'être au rendez-vous. Juste pour conclure, une dernière question. Vous parliez vraiment de cette force de l'agriculture. Vous êtes en région Bretagne, région référente, très forte, dans un département aussi, premier département laitier. Et pour citer 2 personnes, vous avez parlé de Pierre Méhaignerie, qui a été ministre de l'Agriculture, et puis Jean-Michel Lemétayer, qui a été aussi président national des exploitants laitiers. Autant dire que vraiment cette région a beaucoup aussi à donner, à offrir à notre agriculture hexagonale et voire européenne. L'agriculture bretonne a généré des leaders hors pair. Tout au long des générations, depuis l'après-guerre, des ministres même, en début du siècle et au milieu du siècle. Je crois que l'agriculture bretonne a été un modèle aussi parce qu'elle a su s'adapter. Ceux qui ont fait le procès de l'agriculture bretonne par rapport à certains moments où elle n'avait pas encore épousé les problématiques environnementales en sont pour leurs frais aujourd'hui. Quand les Bretons se mettent à prendre un sujet à bras-le-corps, en général, ils le réussissent. Donc, ils ont réussi l'agriculture productive, quantitative, avec la productivité. Aujourd'hui, ils intègrent pleinement le respect de l'environnement. Ils font même de l'énergie, de la méthanisation. Ils font aussi de la spiruline. Ils font aussi les légumes sans pesticides, sans résidus. Enfin, voilà, c'est un modèle aussi d'organisation, de rigueur. Et puis, c'est une agriculture où les jeunes ont envie de s'installer. Il y a une vraie dynamique.
Donc il y a un écosystème et un maillage d'entreprises aussi dans les communes comme Vitré ou dans des plus petites communes encore. Quand on longe la route et qu'on voit tous ces fleurons de l'économie agricole, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, savoir aussi renouveler les générations. Le taux d'installation en Bretagne se tient, quoi qu'on en dise. Donc, c'est un vrai challenge, c'est vrai. Mais franchement, chapeau bas à l'agriculture bretonne. Et Jean-Michel Lemétayer, qui était un combattant, un sportif, un amoureux du sport, était aussi un formidable coach. Finalement, il y a pas mal de coachs en Bretagne aussi dans différents domaines. Et puis des chefs d'entreprise aussi qui nous accompagnent. Et ce que vous avez réussi en Bretagne aussi, c'est que l'agriculture n'est pas restée isolée. Quand le MEDEF, la CPME tissaient des liens avec Jean-Michel Lemétayer, c'était des liens solides. Et ça a aussi beaucoup contribué à mieux faire connaître l'agriculture. La pire des choses, c'est le repli ou le corporatisme. Éclater les barrières, c'est quelque chose de formidable. Enfin, en ce moment, geste barrière, mais voilà. Sortir un peu du cadre et être capable de dialoguer avec ce monde de l'amont et de l'aval qui nous est indispensable. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Le mot de la fin, Hervé Kermarek, président de l'UE 35, en remerciant Maurice Bourrigaud, le président du Club 35, et Bernard Weber, le directeur général de Groupama Loire-Bretagne, qui ont agrémenté avec beaucoup d'intelligence dans les questions ces deux thématiques qui ont été développées pour vous. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Pardon. Le mot de la fin, il y a une tradition, Madame Lambert, c'est que lorsque un invité repart, d'abord il repart avec quelques cadeaux et on va réserver ce temps après l'antenne et puis de proposer celui qui sera à votre place la prochaine fois avec nous, à nos côtés. Donc on va vous laisser réfléchir à celui ou celle qui pourrait être notre prochain invité avec le Club 35. Mais voilà, à nouveau vous remercier parce que vous l'avez dit combien l'agriculture est importante et surtout en Bretagne, combien elle compose notre territoire. Et c'était une vraie fierté de vous avoir à nos côtés aujourd'hui à Vitré, dans cette société Allflex et avec vous tous. Donc merci pour votre venue, merci pour votre participation et à très bientôt. Et cette fois-ci, j'espère en présentiel. Le président du Club 35, Maurice Bourrigaud, va nous donner ses remerciements. Oui, à la suite du président Kermarek, remercier Allflex encore une fois et son directeur général Daniel Horry, et puis remercier les partenaires officiels, ceux qui sont là tout le temps, AG2R, la mondiale, et puis Harmonie Mutuelle du groupe Vive, et puis les partenaires de cette opération, Groupama bien sûr, et puis le groupe OPA, qui participe et qui soutient cette initiative du Live 35 ce soir. Bon, ça a été un véritable moment fort, en tout cas avec vous, Christiane Lambert, président de la FNSEA. Merci vraiment à vous. Merci, président Kermarek. Et puis, merci à vous. On croise les doigts afin de pouvoir se retrouver très, très vite, vraiment en présentiel. C'était ce soir la 35e session vraiment de l'Union 35 avec son Club 35. Très belle soirée à tous.